Il est 18h02 sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer cette visite du président Macron à Marseille avec nos invités. Louis de Ragnel est là. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, sociologue. Marc Toitier, économiste. Bonsoir Laurence. Notre policier Jean-Christophe Couvi, bonsoir. Bonsoir Syndicat Laurence. Unité SGP. Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Tout de suite, on va écouter Emmanuel Macron. Une longue déambulation, je vous le disais, 3 heures dans la cité de la Castellane pour parler du narco-banditisme dont les magistrats de Marseille, il y a à peine une quinzaine de jours, nous disaient que la guerre était quasiment perdue. Écoutez Emmanuel Macron, un discours assez volontaire. Je refuse de céder au discours de défaite. Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu d'ailleurs ces derniers mois. Et c'est pour ça que je ne saurais, pour ma part, céder à aucun discours de défaite. La situation, elle est très difficile. Elle est très difficile à Marseille, comme dans beaucoup de villes. Malheureusement, de plus en plus de villes, y compris de villes moyennes, comme elle est d'ailleurs difficile dans beaucoup de villes d'Europe et du monde. La drogue est un fléau mondial, le narcotrafic est un fléau qui est croissant. Oui, la drogue est notre ennemi, nous l'avons dit dès le début avec beaucoup de fermeté, et nous ferons tout pour lutter contre avec efficacité. Voilà, la drogue est notre ennemi. Je le lis pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image. On voyait le président de la République entouré du garde des Sceaux, du ministre de l'Intérieur, de Sabrina Agresti-Roubache qui est secrétaire d'État à la citoyenneté. Tous étaient muets. C'est le président qui a porté le message principal. Louis de Ragnel, oui, la drogue est notre ennemi, bien entendu. Et évidemment, la guerre au narco-banditisme, c'est une priorité. Il fallait juste s'en souvenir, c'est tout. Il fallait s'en souvenir, oui, vous avez absolument raison. Et du coup, ça nous amène à se poser la question, est-ce que c'est une opération de communication ou est-ce que réellement il s'agissait de déclarer la guerre aux dealers, au trafic et au point de deal? Il suffit simplement de regarder le bilan, le premier bilan dont nous disposons et qui montre quand même que le bilan des saisies est quand même pas énorme. C'est léger. Donc, il y a eu certes 82 interpellations, 63 personnes qui ont été placées en garde à vue, mais il faudra voir si les policiers et les gendarmes sont tombés sur les bonnes personnes, s'il y a des suites judiciaires. Et des saisies de drogue, ensuite, beaucoup. Il y a eu des saisies de 2 armes, 8,2 kilos de cannabis, qui globalement est assez peu, ça tient dans l'équivalent de 2 sacs à dos, et 339 grammes de cocaïne, ce qui, objectivement, est assez faible. Est-ce que vous confirmez les 4000 policiers, alors sur une semaine, qui seront policiers et gendarmes déployés, ce qui correspond à l'ensemble de l'effectif des Bouches-du-Rhône, hein, Louis? Absolument, si on additionne police, gendarmerie, même si vous voulez les douaniers, donc ça fait effectivement cet équivalent-là, sachant qu'aujourd'hui il y avait 896 policiers et gendarmes. Oui, mais en fait mais je pense qu'en fait ce qui se passe là aujourd'hui, il faudrait le faire tous les jours jusqu'à rendre tous ces quartiers sains. C'est surtout ça. Non mais oui, mais en fait, est-ce que c'est une priorité ou pas? Mais c'est la priorité des priorités, président. Si c'est une priorité, à ce moment-là, on met le paquet et on ne met pas le paquet qu'une seule journée ou qu'une seule semaine. Il faut, je pense s'il y avait un objectif politique qu'il fallait se fixer, c'est se dire on ne partira pas tant que le problème ne sera pas réglé. Voilà. Alors, et simplement un petit mot, je n'oublie pas non plus qu'on est en pleine campagne européenne. Et donc pour le président, ça permet aussi de prendre toute la place, toute la bande passante, tout est concentré sur cette déambulation, sur ses propos, sur ses discussions avec les Français. Ça faisait longtemps qu'Emmanuel Macron n'avait pas fait un déplacement aussi médiatisé sur le territoire national. Il avait fait beaucoup d'international et donc ça lui permet de replonger un peu dans l'arène. On aurait dit une série télévisée. Vraiment, il y avait des rebondissements. On va entendre parler de Gaza, on va entendre parler de l'Ukraine. On a tout entendu ce matin à Castellane. Il y a des figurants, on va parler des policiers. Les ministres, tout ça, mais il n'est jamais fatigué, le président. C'est vraiment le héros tout-terrain. Vous avez vu, son mantra maintenant, c'est « on refuse la défaite ». En fait, on refuse la défaite sur la drogue, on refuse la défaite en Ukraine, tout ça est très chouette. On refuse la défaite sur le plan économique. Oui. On refuse la défaite. C'est mal barré alors, parce que jusqu'à présent... Normalement, on n'a pas besoin de le dire si on est mal. Eric Revel, pardon. C'est ça qui me frappe vraiment, c'est de voir tous ces ministres autour qui, objectivement, Laurence, on peut le dire, ça va fâcher personne, ne servent à rien. Bah là, les pauvres, ils se sont fait squeezer tous leurs déplacements. Voilà. On va se le dire aussi. C'est un déplacement de surprise d'Emmanuel Macron. Tout terrain. Vous voyez, quel que soit le sujet, le président, il refuse la défaite et il est là pour rassurer tout le monde. Alors, il y a aussi... alors Sabrina, peut-être Medjeber, un tout petit mot avant que je passe la parole aux policiers. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il fasse d'abord un diagnostic, en fait, sur la situation de la ramification de la drogue, et pas simplement à Marseille, puisque Marseille, c'est un figuratif comme dans d'autres villes, hein, qu'il nous parle de ce que c'est que les drogues de synthèse, par exemple, et les drogues, et certainement même la captation de futures drogues médicamenteuses. C'est-à-dire faire un état des lieux de tout ce qui circule
à Marseille avec une proposition politique il y a des experts et pour faire ça, juridique Sabrina. concrète. Bon. Je pense qu'en tant que président de la République, moi je me mets par exemple à la place de l'école, de la directrice de l'école de Calanque-Sormiou. Vous vous souvenez, cette école qui a subi des tirs de Kalachnikov où les enfants se sont retrouvés complètement, complètement traumatisés. J'aurais aimé, moi par exemple, en tant que directrice, qu'il apporte des solutions avec un diagnostic viable. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que le dialogue avec les habitants n'était pas tout à fait sur ce registre-là. Moi, je pense que les habitants ont été terrorisés par la présence assez proche des dealers, qu'en fait, on a assez peu parlé de l'impact du trafic de drogue sur les vies de ceux qui habitent dans ces quartiers. En revanche, je vais vous faire écouter une petite séquence où on entend un jeune interpeller le président qui lui dit « faut calmer vos petits CRS ». On entend une femme interpeller le président en lui disant « vos policiers envoient des bombes lacrymogènes à la sortie de l'école ». Écoutez cet échange surréaliste et je passe la parole à Jean-Christophe Couvi. Calmez aussi vos petits civils, vos petits CRS là, qui envoient des grenades tous les jours là. Non, Pour rien. ne parlez pas comme ça des CRS et des policiers. Ils envoient des grenades pour rien. Ils sont là pourquoi? Pour vous protéger? Protéger de quoi? Ils nous protègent avec des gazeuses. Et si, ils nous protègent avec des gazeuses tous les jours. Ça sert à rien. Ça sert à rien de nous les envoyer. Normalement, ils nous protègent, non? C'est pas de la protection, ça, monsieur le Président. Il a envoyé des bombes à l'école à 4h30 quand les enfants sortent de l'école primaire et qu'il y a des enfants dans tout le quartier. Dans le quartier. Dans tout le quartier, parce qu'il y a deux écoles, col d'en haut, col d'en bas. Donc à un moment donné, tous les enfants sont au milieu du quartier. Oui. Les CRS interviennent. Ils veulent faire du lavage, du nettoyage. C'était quand? Oui, mais c'est souvent. Ils envoient des bombes lacrymogènes. Qui est des enfants, qui est des personnes âgées, qui est des mineurs. Et lui, il sort pas de l'école à 4h30. Pas lui, je parle pas de lui, mais il est témoin. Non, parce qu'on va pas se tirer les cartes entre nous non plus. Il parle pas de lui, on a tous la même situation. Non mais regardez, madame, c'est inadmissible. Juste, on va faire des choses dans l'ordre. 1, les policiers, les gendarmes, ils sont là pour rétablir l'ordre. Si tout allait bien dans un monde formidable, il n'y aurait pas de policiers et de gendarmes, on serait tous très heureux et eux pourraient se reposer, ils ne seraient pas blessés par les gens qui les attaquent. Donc c'est ce qu'ils ont fait cette nuit. Tous les gens à Castellane, les 6000 habitants sont des trafiquants. Pas du tout, mais simplement il y en a et leur vie pourrie par ça. Il y a d'autres façons de faire. Ça c'est mon premier point. Désolée, moi je suis pas Deuxième point, avec vous. ce que vous dites, dont j'ai pas connaissance, sortie d'école, ça le préfet de police va regarder avec vous, il va prendre vos coordonnées tout de suite pour que ça marche pas. Parce que ça c'est inadmissible, pas à 4h30 quand on sort de l'école, vous avez totalement raison. Voilà, le président quand même qui remet l'église au centre du village en disant les policiers sont là pour protéger et pour interpeller les délinquants. Mais on en est à une mise en cause de la police. Non mais en fait on choisit les horaires quoi. Donc c'est-à-dire non, il dit c'est pas possible à 16h30 on fait pas ça dans les enfants. Alors, déjà c'est quand on lui pose quand la dame est incapable de le dire, c'est souvent, ok. Quand à l'autre jeune en haut, on voit très bien, lui, qu'effectivement... C'est lui qui a dit, il faut calmer vos petits CRS. Mais non, parce que les CRS arrivent, et forcément, on ne peut pas dealer. Voilà, donc effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de policiers. Jean-Christophe Couvi, policier. Oui, Jean-Christophe Couvi, policier. Non, mais je le dis pour nos auditeurs, qui ne savent pas forcément qui vous êtes. Mais en fait, effectivement, qu'on les dérange. On les dérange, mais en fait, si vous voulez, c'est une société dans la société. Et effectivement, il y a des langues qui peuvent pas se délier parce qu'ils sont sous surveillance. On voit bien, il y a des jeunes qui sont là pour chouffer, pour regarder ce qui dit quoi, parce que derrière, après, une fois que la police se retire, je peux vous dire qu'il y a des comptes rendus et des points sur les yeux qui se font, malheureusement. Et nous, on n'est plus là pour les protéger H24. Mais bien sûr, et ils ont peur. Donc voilà, donc c'est l'omerta dans ces quartiers, c'est l'omerta. C'est très compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué aussi de lutter contre le trafic de drogue parce qu'il est implanté depuis 20-30 ans. Et donc, il y a des familles entières qui vivent de ça, c'est le ruissellement. Il y a des appartements qui servent de nourrice. Et des fois, les habitants n'ont pas le choix. Et on y stocke des armes, on y stocke de la drogue. Dès qu'il y a une descente de police, les trafiquants vont se réfugier dans ces appartements. Ils connaissent chaque millimètre carré de leur cité. Et les cités marseillaises, il y a une entrée, une sortie. Et elles sont en plein centre-ville. Et nos envoyés spéciaux nous disaient qu'un quart d'heure après la sortie du président, les checkpoints étaient en place et les dealers étaient de retour. Marc Toiti. Oui, c'est ça l'enjeu. On oublie. Moi, je pense qu'il y a une grande hypocrisie quand même, parce que aujourd'hui, si on regarde les chiffres, encore une fois, le trafic de drogue en France, c'est 3 milliards d'euros. Ce que je veux dire, donc on le dit, bah oui, on veut tout arrêter, alors il faut peut-être commencer par le commencement. C'est même introduit dans les chiffres de l'INSEE pour mesurer le PIB, vous savez, la croissance. Donc comme c'était tellement énorme, on a mis effectivement, on a introduit le trafic de drogue dans ce calcul du PIB. On a 240 000 personnes en France qui travaillent
pour ou proche pour le trafic de drogue. C'est quand même énorme. Donc moi, je pense que le vrai enjeu aussi, il est là, dans toutes ces cités HLM dont je suis issu, encore une fois, c'est qu'on a un taux de chômage des moins de 25 ans de 60%. Et donc, encore une fois, on agit une fois que le mal est fait. Et il faut aller beaucoup plus loin, je pense, réagir en amont, créer justement une vraie dynamique économique dans les cités, dans l'ensemble de la France. Et ce qui, évidemment, n'est pas du tout le cas aujourd'hui, pas suffisamment. Et donc, c'est ce qui est très dangereux. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, on n'a pas ce parler vrai sur tous les trafics de drogue, parce que malheureusement, la drogue, elle circule partout, pas que dans les cités. Et là, on ne dit rien, dans le showbiz, dans le milieu politique, etc., ou même dans le milieu de la finance. Là, on n'en parle pas. Alors, il y a quoi ? Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc voilà, soit on fait une vraie attaque, soit on ne fait rien. Petite pause, on continue à parler de cette visite d'Emmanuel Macron. On va l'entendre répondre à des habitants sur Gaza. Il a été interpellé à plusieurs reprises sur l'attitude de la France par rapport à Gaza et à Israël. À tout de suite dans Punchline, CNews Europe 1. 18h17, quasiment, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est toujours en train d'évoquer le déplacement d'Emmanuel Macron ce matin à la Castellane, une cité de Marseille. Il était là pour parler du trafic du drogue, la lutte contre les narcotrafiquants, et il a été interpellé sur beaucoup d'autres sujets. On va l'entendre tout à l'heure sur l'Ukraine, mais là, un habitant de la cité de la Castellane, l'interpelle sur Gaza. Et il lui dit « Vous ne faites pas assez pour Gaza. Écoutez cet échange entre le président et les habitants marseillais. » C'est un petit peu dommage que vous n'agissez pas plus concrètement. Mais monsieur, on agit comme le font concrètement. certains autres pays. C'est qui ? Écoutez, du moins l'Afrique du Sud, qui a renvoyé l'ambassadeur. Est-ce que vous pensez que c'est un acte qui aide les gens ? Pas du tout. La France n'est pas sur la ligne et n'aura pas la ligne de l'Afrique du Sud. Parce que les termes qui ont été employés, les actions de justice internationale, ne correspondent pas non plus à la vérité sur le terrain. Donc vous préférez laisser faire des massacres ? Non, on fait tout pour y lutter de manière concrète. Mais après, pardon de vous le dire, mais nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont ceux de la diplomatie, de l'action humanitaire. Et je ne peux pas vous laisser dire que l'action qui est faite par nos humanitaires, par notre armée et tout ce qui a été fait par la France, c'est très respectable. On a une position Écoutez, claire et je ne vous avez bien fait vous avez bien fait. Monsieur. Non, excusez-moi, laissez-moi au moins terminer. Parce que si vous, ça s'appelle la courtoisie, du moins. J'ai été très courtois, peut-être même plus que vous. Donc je vous souhaite une bonne journée, monsieur. J'ai été courtois quand même. Mais je vous appelle, je dirais. Plus me répondre, monsieur le président. Mais non, mais on ne va pas faire une conférence, vous n'êtes pas d'accord et vous véhiculez parfois des trucs un peu... Écoutez, c'est ce qui peut faire déborder aujourd'hui les cités, monsieur le président. Malheureusement, vous ne faites rien à ce sujet. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on fait rien. Si, monsieur le président. Non. Si. Alors après, si vous avez... Ce qui fait déborder les cités, vous savez, c'est tous les gens qui viennent nous sortir les enfants de l'école pour les amener vers les fanatiques. Ça, c'est une chose. C'est tous les gens qui empêchent les écoles et les familles de vivre, passer la drogue. C'est ce qu'on fait. Cet élément-là, le fait de ne pas pénaliser Israël au niveau économique, peut faire déborder les choses. Voilà, moi ce qui me frappe vraiment dans cette séquence, c'est d'abord, il y a 2 choses, il y a le fond, on va y revenir, mais il y a la mise en abîme de la parole présidentielle et les gens qui ne respectent plus la parole du président. C'est-à-dire, il est interpellé, le monsieur lui parle de courtoisie, il a en face de lui le chef de l'État. Mais en fait, tout se perd dans ce pays. Moi, je vais vous dire, mon ressenti, c'est que déjà, ça leur fait du bien aux hommes politiques de se faire parler comme ça, parce que nous, policiers, dans la rue, on se fait parler. Moi, je ne suis pas d'accord. On se fait parler comme ça. Et ça leur montre ce que c'est le président de la République. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça leur montre ce qu'on vit, nous, tous les jours. Et nous, tous les jours, on doit être ceinture noire de yoga, on doit être zen, on ne doit jamais répondre. Et là, ils sont là, ils sont pris à partie. Il n'y a plus de respect. Mais il n'y a plus rien. Il a le président de la République en face. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, c'est le respect de l'autorité. Il n'y en a plus. Et donc, quand je dis que ça leur fait du bien, c'est qu'ils voient ce que c'est, que la difficulté tous les jours sur le terrain. Vous faites interpeller, tutoyer, insulter, cracher dessus. Insulter, provoquer. Mais là, mais si, c'est la réalité, le quotidien des policiers. Sur le fond, Rachel, je me tourne vers vous parce que c'est absolument terrible ce qui est dit. C'est-à-dire que, voilà, pourquoi on ne fait pas comme l'Afrique du Sud ? Pourquoi on ne demande pas à déposer une plainte contre Israël pour génocide ? Parce que c'est ça, ce qui s'est passé. Devant la Cour c'est aberrant, mais vous avez raison. En fait, je pense que là, le fond et la forme vont de concert complètement. C'est-à-dire que cet irrespect, ce manque d'éducation par rapport à la personne du chef de l'État. Ensuite, les propos sont terrifiants parce que derrière ces propos, il y a une menace. Il y a une menace qui est de dire, si vous ne prenez pas position contre Israël et si vous ne faites pas comme l'Afrique du Sud, c'est ce qui va enflammer les cités. Et c'est ce qu'on le voit aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ce clivage, cette fracture dans une idéologie complètement mortifère, et puis le président est au milieu de ces gens en fait qui cherchent à lui faire dire. Je trouve qu'il s'en est
pas trop mal tiré. Mais ils s'en tirent bien sur toute la séquence. Mais rendez-vous compte. Et la menace, Louis de Ragnel, elle est très claire. C'est ce qui peut faire déborder les cités. C'est ce que redoute, au fond, l'exécutif. Oui, Rachel, terminez, pardon. Bien sûr. C'est par rapport à l'Afrique du Sud et à cette requête sur Israël. Oui. En droit international, le Hamas n'a pas de personnalité juridique, donc forcément, on ne peut pas traîner le Hamas devant cette juridiction. Louis de Ragnel, sur le fait que ça peut... Voilà, c'est la menace, ça va faire flamber les cités. En fait, la principale menace aujourd'hui, c'est celle-là, celle qui est portée en tout cas par ce monsieur, et objectivement, au sein de l'exécutif, c'est une menace qui est très redoutée et qui explique d'ailleurs souvent des prises de position de certains ministres qui disent surtout... ils disent pas de vague, mais il faut pas jouer avec le feu. Ça sert à rien de stigmatiser une partie de la population. Et donc, en fait, on en arrive là. Ce que je trouve dramatique, c'est que l'objet initial, quand même, de ce déplacement, c'était de parler de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et on a parlé de la guerre en Ukraine. Non, mais pourquoi pas? Mais c'est pas du tout l'endroit. On en a parlé au tout début. On a parlé de logement, on a parlé de plein de choses. D'emploi. Mais d'emploi, pourquoi? Non, mais très bien, tout ça est. Quand vous vous mettez à la portée des citoyens, il faut répondre à toutes les questions. Je suis d'accord avec vous, mais moi, il y a une chose qui me gêne, c'est que c'est un peu ce qu'on évoquait avec Éric Revel tout à l'heure, c'est que l'objet du déplacement pour Emmanuel Macron, c'est la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est la sécurité dans les quartiers. Et en fait, ça a été une sorte un peu de paella, c'est-à-dire qu'on a un peu parlé de tout. Non mais, objectivement. Voilà. Et le président aurait tout à fait pu dire... je ne réponds pas ce qu'il a déjà fait. Écoutez, je crois que c'est pas l'objet de ce déplacement. Là aujourd'hui, moi, je veux parler à des habitants qui veulent qu'on nettoie ces quartiers, qu'on lutte contre les trafics de stupes. C'est le monde idéal de Louis de Ragnel. Mais non, mais après la vraie vie, c'est pas mon monde idéal. Je pense que c'est le monde, c'est ce qu'attendent de manière basique l'ensemble des Français. Éric Revel. Je vais remettre un peu de safran et de langoustine dans la paella parce qu'en réalité, mais allez-y. Moi, du chorizo si vous voulez. Ce qui me frappe le plus quand même, c'est que vous parliez de mise en abîme tout à l'heure de la parole présidentielle. Je partage. Et moi, je suis choqué. Mais en fait, on va finir par croire qu'il aime, en fait, se faire rudoyer de cette manière, Emmanuel Macron. Parce que, vu la cote de popularité qui est la sienne, vu ce qu'on entend, ce qu'on lit, les résultats qu'il obtient dans le domaine économique, diplomatique et ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit un président qui soit adulé. Donc, il sait très bien qu'en allant dans ce type de quartier, sur le terrain, il va, comme il le dit souvent lui-même, être à portée de baffe. Donc, en réalité, ce qui est le plus choquant, évidemment, pour les gens de ma génération, c'est que le président de la République se fait traiter comme si c'était un laquais. Et moi, je vais vous dire, je suis souvent très raide avec lui, mais là, moi, j'ai une certaine admiration pour Macron. Parce que je vais vous dire, garder ses nerfs, quand un type lui dit « mais tu vas retirer tes petits CRS », j'ai envie, moi, mais n'importe qui s'énerve et lui dit, mais vous savez à qui vous parlez quand même. Sabrina Medjeber. Oui, moi je n'ai pas d'admiration pour ça, bien au contraire, je trouve ça vraiment lamentable. Non, mais je qui garde ses nerfs, c'est pas lamentable. Elle est déjà complètement désubstantialisée. S'il n'est pas capable non plus de répondre dans un cadre de rapport de force comme ça, avec des menaces, faites attention, sinon on va faire exploser les banlieues. Non, pardon, en fait, son rôle, c'est précisément de mettre un coup d'arrêt à ce type de propos. Je suis désolée. Non, il n'est pas. Alors évidemment, il y a cette prise de risque. Parce qu'il est dans un bain public, qu'il répond à différentes personnes qui l'interpellent, etc. Mais je trouve que déjà, c'est complètement irrespectueux de s'adresser comme ça au président de la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est le président de la République. On n'arrête pas d'asséner qu'on a un grand respect pour les institutions. Ça commence déjà par le langage, le phrasé et la courtoisie. Mais qu'ensuite, le président de la République ne sorte pas, entre guillemets, symboliquement les muscles pour lui dire, mais de quoi vous me parlez? De quelle menace me parlez-vous? Que va-t-il se passer, etc. Non, c'était justement là qu'il fallait qu'il insiste en lui précisant que non, il n'y aura pas d'émeute. Alors, la réponse qu'il a donnée était très correcte et justifiée, ça, là-dessus on est d'accord. Mais qu'il se fasse de cette façon-là, malmené par un citoyen avec ce langage-là, je trouve ça terrifiant, vraiment. Marc, toi, un mot avant qu'on parle de l'Ukraine. Non, effectivement, on a un problème de respect, tout simplement. Je viens des cités HLM, on avait un respect pour le maire, il venait nous voir dans les cités, on faisait attention. Pour le prof. Là, c'est pour le prof, bien sûr, mais le président, quand même. Donc, et je pense que ça montre quand même une certaine situation de tension sociale, sociétale, qui est très dangereux. Et c'est là où moi, ça me choque quand je vois nos dirigeants, pas que là, mais en règle générale, on dit « mais non, mais tout va bien en France, il n'y a pas de problème, tout est sous contrôle ». Je me dis, on est face à une tension, ça peut exploser du jour au lendemain. On est en train de regarder ce qui se passe en Ukraine ailleurs, ce qui est très bien, mais je pense que chez nous, aujourd'hui, il y a des vraies tensions, et on n'apporte pas malheureusement les réponses que veulent les Français, c'est-à-dire, les réponses que veulent les Français aujourd'hui, c'est effectivement un problème de pouvoir d'achat, un problème de trop grande imposition, programme de maintenant de chômage
chômage qui va augmenter, d'entreprises qui vont faillite. De travail qui paye pas assez. Et là, effectivement, ou même sur la drogue, là, quelles ont été les réponses apportées aujourd'hui? Il n'y en a pas eu. Donc voilà, je pense que les Français, comme dans tout pays, tout peuple a besoin d'être rassuré, d'être en sécurité. L'effondrement du statut du chef de l'État dans notre pays ne date pas de Macron. Hein. Oui, ça a commencé avec Sarkozy, je veux dire. Exactement. Et déjà là, il y avait. Vous là, souvenez quand même. Ça s'aggrave. Chirac se faisait cracher dessus. Hollande s'est fait enfariner, Nicolas Sarkozy tiré par la manche, et Emmanuel Macron a fini par se faire gifler. Donc en fait, on assiste malheureusement, on assiste à une gradation. Il y a une gradation dans la violence envers nos présidents. J'aimerais juste qu'on écoute que la troisième phase, donc c'était les narcotrafiquants, Gaza et l'Ukraine. Et il y a plusieurs habitants qui ont dit au président qu'ils étaient inquiets de la tension, de l'escalade avec la Russie. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron. La Russie, la France, c'est pas loin aussi. Et donc, aujourd'hui, nous devons, nous tous Européens, avoir conscience que ce qui se passe en Ukraine nous touche. Ça nous touche déjà, dans beaucoup de choses. Et s'il devait gagner massivement en Ukraine, ça ne nous touche pas, on ne sera plus en sécurité. Parce qu'il n'arrêtera pas là. Et donc, il faut qu'on soit beaucoup plus dissuasif. Mon souhait, si vous me le demandez, c'est qu'il arrête et qu'il reparte chez lui. Parce que on veut vivre en paix, bien sûr. Ouais, là, c'est costaud. Si on décide tous de capituler, il le sera. Après, moi, je suis pour qu'il y ait la paix, le respect des souverainetés des peuples partout, dans tous les pays du monde. Voilà, je ne sais pas si le son était très audible pour nos auditeurs, mais voilà, il dit il faut qu'on serait plus en sécurité si Vladimir Poutine quittait l'Ukraine et restait en Russie. Oui, évidemment. Mais c'est ça qui est surréaliste, c'est qu'on en soit à évoquer des sujets aussi graves comme ça, à la volée, au détour d'une conversation, d'un brouhaha, avec 12 caméras autour de lui, Louis de Ragnel, et avec des ministres totalement muets autour de lui, accessoirement. Oui, mais alors, bon, ça pour le coup, dès qu'il y a un déplacement du président de la République, normalement les ministres se taisent et c'est le ministre, et c'est le président qui prend toute la place. Enfin, ça a toujours été comme ça. Ensuite, je trouve que c'est intéressant de mettre en perspective ce que dit le président par rapport à une communication qui vient d'être publiée par le ministère des Armées, puisqu'il y a des rumeurs qui circulent sur des sites internet en français évoquant le fait que Emmanuel Macron a ordonné l'envoi de troupes et la levée de militaires réservistes dans l'armée française vers l'Ukraine, et ce serait le dévoilement d'un plan caché. En réalité, c'est une opération de manipulation du renseignement extérieur russe, et donc le ministère des Armées vient de publier un démenti catégorique par rapport à ces pseudo-informations. Et donc il n'y aura pas, en tout cas, c'est absolument pas à l'étude l'envoi de troupes au sol. Donc, il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Internet qui voient ces informations relayées des centaines de milliers de fois par les entre les propos d'Emmanuel Macron qui a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol et donc les services de renseignement extérieur russes qui se sont servis de cette phrase pour essayer de dire mais regardez, il y a un plan caché de la part d'Emmanuel Macron. Eh bien, moi, ça me surprend pas qu'il y ait des questions qui soient posées de cette nature. Il y a une petite fille qui lui a dit est-ce qu'on va avoir la guerre en France ? Mais ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Et je rappelle quand même, c'est M. Macron qui a dit le premier qui pensait peut-être envoyer des troupes. Alors après que effectivement les sites, je dirais des faux sites, etc. développent. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire qu'on a allumé quand même une mèche et on ne sait pas comment elle se termine. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde effectivement l'état des Français, ils sont inquiets. Et donc c'est vrai qu'on a une consommation d'énergie qui est très faible, on n'a déjà pas beaucoup de consommation, alors c'est effectivement, elle baisse encore, ça ne va pas améliorer la situation. Je rajouterais que le prix du pétrole est en train d'augmenter, donc ça veut dire que l'inflation, on croit qu'elle est jugulée, ça y est, tout le monde nous dit c'est fini, il n'y aura plus d'inflation. Le pic a été atteint. Et c'est en train de remonter, et attention, l'inflation baisse, mais les prix ne baissent pas. Donc vous voyez que tout ça, encore une fois, les Français ne sont pas dupes. Je pense qu'il faut arrêter de faire uniquement du marketing, il faut du concret, et cette surenchère sur l'Ukraine, évidemment, on espère qu'il y aura la paix, on espère tous qu'il y aura très vite une paix. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on ne parle plus de négociations. Voilà, on parle de troupes armées, etc., alors qu'il y a toujours un potentiel des négociations qui sont là. Et aujourd'hui, donc, il y a ce danger sur, encore une fois, cette inquiétude qu'on pourrait avoir en France, qui pourrait être un petit peu anxiogène, comme l'a dit Laurence, et qui pourrait justement casser encore plus notre économie. On continue ce débat dans un instant. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 avec Mathieu Devez.